Voici le premier défi du Dominion du Canada, les Métis et les Premières Nations qui se soulèvent. Donc, la Fédération canadienne s'est formée sans la participation des Autochtones. Le Dominion du Canada s'est étendu vers l'ouest et le nord sur des territoires habités par des Autochtones. L'arrivée massive de colons se traduit souvent par la perte de leur territoire dont ils dépendent pour vivre. Dans plusieurs régions, les colons vont convertir une grande part des zones forestières et de prairies en champs agricoles. Il devient alors impossible pour de nombreux Autochtones de pratiquer leur mode de vie de subsistance traditionnel. Je vais mettre un majuscule ici un petit peu plus loin. Pour le gouvernement canadien, la présence de communautés des Premières Nations dans des régions de colonisation pose donc un problème. C'est pour ça qu'on met en place en 1876 la loi sur les Indiens. On avait déjà commencé à parler de pensionnats et de réserves, mais là, on met tous ces éléments-là dans une loi, celle de 1876. Alors, on donne le statut d'Indien à des hommes qui appartiennent à une bande, à les enfants des hommes qui ont le statut d'Indien et les femmes qui sont ou qui ont été mariées à un homme qui a le statut d'Indien. Alors, si les femmes se marient avec des hommes non autochtones, elles perdent leur statut d'Indien. Puis les femmes qui marient des hommes d'autres nations sont désormais officiellement intégrées à celles-ci. Et ça va à l'encontre des coutumes familiales matrilinéaires de certaines communautés. Les Autochtones qui ont le statut d'Indien n'ont pas les mêmes droits. Ils sont considérés comme sous tutelle, donc sous la responsabilité du gouvernement. Ils n'ont pas le droit de vote, pardon, puis ils n'ont pas le droit à la propriété et leurs biens ne peuvent donc pas être saisis. Tous les groupes indiens doivent être chapeautés par un système politique qu'on appelle le conseil de bande. Puis la plupart des bandes se voient attribuer des réserves. La gestion des réserves doit être approuvée par un représentant du gouvernement qu'on appelle l'agent aux affaires indiennes. Donc, après l'entrée en vigueur de la loi, les négociations avec les Premières Nations dans l'Ouest s'accélèrent puisque les traités permettent de réaliser la création de réserves. Alors voici, on a 11 traités numérotés de 1871 à 1930 pour créer des réserves dans l'Ouest canadien. Plusieurs nations contestent aujourd'hui la validité de ces traités. On considère que leurs ancêtres n'ont pas été bien informés du contenu et de la signification des traités qu'ils ont signés. Ces nations tentent ainsi de démontrer que leurs ancêtres n'ont jamais eu l'intention de renoncer à leur territoire et à leurs droits. Ces revendications qui durent depuis plusieurs années sont souvent menées devant les tribunaux et peuvent déboucher sur le rétablissement de droits autochtones. De plus, on estime qu'à l'époque où ça a été signé, il y a plusieurs communautés qui étaient en proie à la famine et aux maladies. Le gouvernement de MacDonald a encouragé la chasse excessive du bison par les Autochtones et les colons, ce qui a enlevé l'élément central de l'alimentation de plusieurs communautés autochtones. Ainsi, la signature des traités, c'est un espoir d'obtenir un secours immédiat à l'intérieur des réserves. Les Métis, contrairement aux Premières Nations, les Métis de l'Ouest ne reçoivent pas d'offre du gouvernement pour signer des traités et s'installer dans des réserves. Chaque chef de famille doit plutôt signer une entente individuelle par laquelle, en échange d'une somme, il renonce à ses droits territoriaux. Une fois que l'entente est signée, le gouvernement considère cet homme et sa famille comme des citoyens sans droits autochtones. Les Métis jugent ce système insatisfaisant. C'est pour ça qu'à l'automne 1884, Gabriel Dumont, qui est un influent commerçant et chasseur métis, va convaincre Louis Riel, qui était exilé aux États-Unis, de diriger un mouvement de résistance face aux autorités canadiennes. Alors, deuxième soulèvement des Métis, vous avez Gabriel Dumont et Louis Riel, qui vont parcourir le Nord-Ouest pendant plusieurs mois pour mobiliser les populations mécontentes. Ils vont organiser plusieurs réunions, faire signer des pétitions. En parallèle, on tente quand même aussi de négocier avec le gouvernement fédéral un partage équitable des terres, mais c'est pas assez rapide. Donc, en mars 1885, les insurgés, ceux qui se révoltent contre le gouvernement, ils sont entre 500 et 1000 qui vont s'emparer de l'église de Batoche et proclament un gouvernement provisoire là, pour gérer la situation. Ils vont gagner même d'autres combats. Le gouvernement va envoyer 5000 soldats par train sur les lieux. Et après quelques mois de combat, l'armée remporte la victoire contre les insurgés. Gabriel Dumont va s'enfuir aux États-Unis. Louis Riel est capturé, jugé à Regina et condamné à être pendu pour cause de trahison envers le gouvernement. Et ça, ce procès-là va beaucoup diviser les anglophones et les francophones ici. Donc, les francophones apprécient les métis qui sont d'origine française et catholique et appuient la cause des métis. On n'a pas encore parlé des Inuits. Les Inuits ne sont pas inclus dans la loi des Indiens parce que l'expression indien dans l'ANB et dans la loi des Indiens ne s'applique pas à eux, donc ils n'ont aucun statut ou droit particulier. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, les Inuits demeurent en marge de la progression coloniale parce que la colonisation n'atteint pas encore les zones nordiques, donc ils conservent ainsi leur mode de vie peu influencé par les coutumes européennes. Voici donc le premier défi du Dominion, c'est-à-dire les Premières Nations et le soulèvement des Métis.